bonjour à tous. Bonjour. Oui, on voit en grand écran, c'est bon maintenant. Par contre, on est sur, voilà, c'est bien, Ouais, c'est parce que j'avais pas la bonne diapo. impeccable. Écoutez, il est quasiment 14h, 13h, en tout cas 59. Donc on avait enfin je savais je on j'avais voulu, mais c'était peut-être un thème qui m'avait été aussi demandé un peu, quand j'avais un peu tâté le terrain, pour savoir ce que vous aviez envie d'aborder comme sujet. En tout cas, c'est un sujet très important. La légionellose, parce que c'est une des pathologies qui peut clairement arriver dans vos structures comme dans comme dans tout bâtiment qui abrite, accueille du monde, et vous avez des, personnes accueillies particulièrement, à risque de légionellose, et du coup, voilà, c'est vraiment un sujet majeur, dans les établissements, accueillants du public, mais en particulier dans les établissements médico-sociaux. Donc voilà, c'est un sujet qui me semblait quand même important de vous faire des rappels. Alors il y a des choses que vous savez certainement, mais l'idée, c'est comme à chaque fois avec les cafés prévention, de faire vraiment un petit rappel sur, la réglementation, les textes que vous pouvez trouver et puis les grands points, disons, à retenir pour être, équipé au mieux dans vos structures après pour agir, et faire de la prévention du risque infectieux. Bon, du coup, je vais démarrer pour de bon cette fois. Donc comme, moi j'aime bien faire toujours un petit rappel sur de quoi on parle. Juste vous rappeler que c'est une pathologie, extrêmement récente en fait, enfin très jeune puisque, elle n'a que 46 ans. La légionellose, c'est vraiment une maladie émergente en fait, hein, du XXe siècle. Juste alors c'est vraiment la petite touche historique, hein, mais c'est on l'a appelé les Américains l'ont appelé le Philly killer. Philly, c'est le petit nom de Philadelphie, de la ville de Philadelphie, et donc cette maladie, la première fois qu'elle a tué des gens, en tout cas qu'on l'a identifiée, c'était un congrès de vétérans de l'American Legion qui était réuni à Philadelphie en juillet 1976. 2000 personnes quand même, hein, dans cet hôtel, que vous voyez sur la diapo, qui d'ailleurs n'a pas survécu lui non plus à l'épidémie, hein, puisqu'il a fermé, assez peu de temps après. Énormément de monde, il fait très chaud, donc climatisation à fond. 180 des personnes qui tombent malades, il y en a quand même 29 qui décèdent, et donc d'une pathologie inconnue à ce moment-là, hein, 16 de mortalité, personne n'arrive à trouver la bactérie. Le CDC, donc qui est l'espèce de enfin, qui est l'espèce de centre, enfin, qui est la grosse structure de enfin un peu comme Santé publique France, hein, qui fait les enquêtes épidémiologiques aux États-Unis, lance vraiment une énorme enquête, hein. Je crois qu'ils ont mobilisé 300 personnes pour essayer de trouver de quoi il s'agissait, et donc ils ont fini par trouver cette bactérie en 1977, donc Legionella pneumophila, dont on va redire quelques mots. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est vraiment lié aussi à nos modes de vie, hein, puisque avant l'existence de la climatisation, bah, il y avait pas de légionellose, hein. Enfin, il y en avait peut-être, mais en tout cas, on l'avait pas identifiée. Et donc, c'est quoi la légionellose? C'est vraiment une pneumopathie. C'est une pneumopathie qui est quand même pas si peu, répandue que ça, hein, puisque ça représente quand même alors les chiffres sont évidemment variables comme toujours, entre 0,5 et 5 des pneumopathies communautaires chez l'adulte, donc en ville, hein, enfin à l'extérieur des établissements de santé, avec une incubation assez large, ce qui rend les choses un peu compliquées des fois pour savoir, où est-ce que les gens peuvent bien l'avoir attrapé. Avec un taux de létalité quand même très important, hein, 10, c'est beaucoup sur une pathologie, infectieuse, hein, c'est quand même loin d'être négligeable, et dont l'agent responsable est la Legionella, et principalement Legionella pneumophila. Donc ça, c'est son petit nom. Il y a plein d'autres Legionella, dont j'en dirai un petit mot après, mais vraiment la majoritairement identifiée, c'est bien la pneumophila, et c'est elle qui donne la très, très, très grande majorité des légionelloses. Il faut absolument confirmer ce diagnostic parce que, c'est pas évident que de c'est pas une bactérie qui est si facile à mettre en évidence, mais puis il faut absolument le mettre en évidence parce que c'est des traitements particuliers et qu'il faut arriver, à un diagnostic vraiment de certitude, pour adapter l'antibiothérapie. Alors il y a 2 formes cliniques de légionellose. Il y en a une qu'on voit jamais finalement parce que c'est la fièvre de Pontiac, ça va faire une espèce de syndrome pseudo-grippal, donc ça en général ça passe complètement sous les radars, puisqu'on va pas faire de recherche de légionelles sur des syndromes grippaux, donc ça on sait que ça existe, mais on sait pas trop combien il y en a. Et par contre la forme grave, c'est vraiment une pneumopathie très sévère qui va entraîner un certain nombre de signes, des défaillances respiratoires, mais aussi d'autres signes, défaillances, il peut y avoir des signes neurologiques, il peut des signes rénaux, enfin, c'est vraiment une pathologie, sévère, et donc le diagnostic, c'est souvent en général, c'est pas vous qui le ferez dans les structures médico-sociales parce qu'en général, les gens vont être hospitalisés. S'ils ont vraiment une légionellose, ils vont plutôt aller aux urgences, enfin, il va y avoir
un transfert, mais néanmoins, je vous donne juste quelques éléments du diagnostic. Donc, antigène soluble urinaire qui permet de diagnostiquer la grande majorité des Legionella pneumophila responsables de légionellose. Et après, il faut, si possible, trouver la bactérie. Donc, on peut faire une PCR donc, sur le prélèvement pulmonaire, mais aussi l'idéal, c'est de mettre en culture. Bon, tout ça, ça se passera plutôt dans les établissements de santé, mais savoir que voilà, c'est bien d'arriver à mettre la main sur la bactérie quand même. Et le traitement, je ne vais pas en dire beaucoup parce que c'est pareil, en général, les traitements ne seront pas mis en place dans les structures médico-sociales, mais c'est azithromycine ou lévofloxacine, des antibiotiques très spécifiques de cette myopathie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le diagnostic pour avoir le bon antibiotique. Si on met un antibiotique classique, ça ne va pas marcher. Et je vous rappelle, vu que c'est vraiment une maladie à déclaration obligatoire, donc il y a vraiment un signalement de MDO à faire à l'Agence régionale de santé. Alors juste une image, hein, parce que moi je trouve ça toujours voilà, très frappant, hein, si on n'a jamais vu ce que c'est qu'un scanner d'une personne qui a une légionellose, vous voyez quand même que c'est extrêmement agressif, hein, parce que vous avez quasiment des poumons blancs. Donc ouais, j'avais trouvé ces images-là assez récentes, hein, dans une revue de radiologie canadienne, mais je trouvais que c'était quand même assez. C'est 3 patients différents, hein, et c'est quand même assez frappant de voir l'agressivité de cette bactérie sur les poumons. Alors les facteurs de risque sont très bien connus. Là, je vous ai mis ce qui est retrouvé dans les enquêtes de Santé publique France, dans les patients identifiés légionellose, donc après maladie à déclaration obligatoire, hein. Donc c'est vraiment les données qui sont issues des déclarations. Donc ce qui ressort, c'est les facteurs sont connus, hein, des facteurs de fragilité, les gens qui ont déjà un cancer ou une hémopathie, qui sont sous corticothérapie ou immunosuppresseurs, le diabète. Le tabagisme est un énorme facteur de risque et dans la plupart des cas, les gens ont plusieurs facteurs de risque. Mais voilà. Et alors, il y a il y a un facteur qui apparaît pas là, qui est pas vraiment un facteur enfin, qui est un élément important, c'est que les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes. On le reverra dans un diagramme un peu plus loin. Pardon. Alors la bactérie maintenant, puisque effectivement c'est de ça dont il faut qu'on parle. C'est vraiment une bactérie qui existe dans la nature, hein. C'est une bactérie de l'eau, dont il existe beaucoup d'espèces et elles sont dans les eaux naturelles, hein. Donc il y a des légionnelles dans les lacs, dans les rivières, dans les sols humides. Elles existent et elles génèrent d'ailleurs pas énormément de pathologies, mais elles sont aussi extrêmement à l'aise dans les eaux artificielles et en particulier en ce qui nous concerne dans les établissements, les eaux sanitaires. Et eau chaude, mais aussi eau froide, c'est-à-dire que si votre eau froide n'est pas froide ou pas suffisamment froide, elles vont y être présentes. Donc si vous avez des tuyaux d'eau froide chauffés au soleil, par exemple, parce que c'est mal calorifugé, etc., bah, les légionelles, elles seront dedans. Donc il faut se méfier, hein, de l'idée que c'est que dans l'eau chaude. Oui, c'est principalement dans l'eau chaude, mais une eau froide qui n'est pas assez froide leur permettra tout aussi bien de se développer. Je vous ai mis à droite le thermomètre donc les températures de croissance et les températures de destruction. Donc, vous voyez qu'en fait, la température de développement, elle est extrêmement large, hein, c'est entre 25 et 45 degrés, donc c'est beaucoup. Enfin, voilà, elles sont très à l'aise dans l'eau de chaude à très chaude, en fait, hein, parce que 45 degrés, c'est déjà pas mal. Au-dessus, elles arrivent encore à survivre, et elles sont vraiment complètement détruites qu'au-dessus de 60 degrés. Vous voyez que c'est quand même des bactéries costauds et voilà, qui survivent très, très bien, dans l'eau chaude. C'est pour ça que c'est très difficile à maîtriser. De tuer des légionnaires, c'est pas si facile. Et donc, il y en a donc dans nos eaux chaudes, dans nos eaux sanitaires, dans les systèmes de tours aéro-réfrigérantes, hein, vous savez que ça a été un des grands pourvoyeurs de légionellose par le passé, mais c'est très surveillé. Et donc, ce qui va leur permettre de mieux se développer, c'est en particulier le biofilm, hein. C'est toujours pareil avec les bactéries, c'est-à-dire que s'il y a du biofilm dans les tuyaux, elles se développent d'autant mieux. Si les températures sont en dessous de 50 degrés, c'est pile ce qu'il leur faut, donc elles sont très très bien. Et puis, moins il y a de débit, plus ça stagne, etc., plus elles vont pouvoir se développer également. Donc, dans nos structures à nous, nos structures de soins, que ce soit d'ailleurs l'hôpital ou le médico-social, hein, c'est vraiment l'eau chaude sanitaire qui est quand même le principal réservoir. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir porter les efforts de surveillance et de contrôle, enfin de maîtrise des choses, ça va être vraiment sur l'eau chaude sanitaire. Donc voilà, je vous ai remis la température de croissance et que l'espèce principale, c'est vraiment la Legionella pneumophila. Juste un mot de critère de signalement, même si vous serez en principe rarement concerné dans la structure médico-sociale, le signalement de MDO va être fait plutôt à l'hôpital, là où le résident va être transféré parce qu'il ne va vraiment pas être très bien. Donc ça va rarement être votre cas, mais sachez que voilà, il y a un formulaire spécial à remplir
et à envoyer pour pouvoir signaler cette maladie, vraiment dans le plus rapidement possible, parce que derrière, il va y avoir une enquête de l'Agence régionale de santé pour savoir un petit peu, voilà, d'où vient cette légionellose et rappeler les bonnes mesures de maîtrise du phénomène. Un tout petit mot d'épidémiologie en France. Alors le tout début, de la surveillance, il y en avait pas, mais c'est pas qu'il y en avait pas, c'est qu'en fait, elles étaient pas repérées et vous voyez que depuis, en fait, c'est plutôt stable, ça diminue pas tellement. Alors là, c'est toutes les légionelloses de France, c'est pas que les légionelloses qui viennent du système de santé, évidemment. Mais vous voyez que ça reste quand même quelque chose d'assez présent. Voilà, ça c'est une maladie qui est loin d'avoir disparu et comme elle est assez difficile à maîtriser, il est peu probable que ça diminue énormément, dans les années à venir. Alors ça, juste pour vous rappeler justement que vraiment le sexe, de la personne est prédominant, enfin, est très important dans le nombre de cas. Les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes et il y a aussi une question d'âge. C'est-à-dire que quand même, ça touche beaucoup plus les gens au-dessus de 60 ans et vous voyez que plus on va vers l'âge, élevé, plus il y a de cas, parce que c'est des gens beaucoup plus fragiles et que du coup, ils vont cumuler les facteurs de risque de légionellose. Mais on peut avoir des légionelloses à un âge beaucoup plus jeune aussi, mais c'est vrai que, voilà, les personnes âgées sont beaucoup plus, sont particulièrement touchées. Et là, juste pour vous rappeler que, l'établissement pour personnes âgées, donc les EHPAD, alors les établissements, par exemple, handicap sont pas cités dans cette liste, je ne sais pas ils sont touchés, mais en tout cas, établissements de personnes âgées représentent quand même 4 des cas notifiés en France en 2022. Alors c'est beaucoup moins que les voyages, enfin, au niveau de l'exposition, le voyage est plus présent, mais vous voyez quand même que voilà, le fait d'être hébergé en EHPAD est quand même présent dans les expositions à risque. Parce que c'est un risque qui reste, pas facile à maîtriser d'une part et puis pas toujours bien maîtrisé partout. Alors je vous rappelle aussi qu'il y a une forte réglementation. C'est quand même un des aspects de, prévention du risque infectieux qui est le plus réglementé. C'est assez rare finalement en prévention du risque infectieux que vous ayez vraiment de la réglementation, une circulaire, un arrêté, qui vous oblige à faire certaines choses et c'est le cas pour la légionellose parce que c'est quand même quelque chose c'est aussi une des rares infections associées aux soins qui tue vraiment les gens de façon tout à fait, enfin voilà, ça c'est vrai, il y a vraiment des décès sur légionellose et donc c'est parce que c'est un risque qui n'est pas acceptable que c'est très réglementé, parce qu'il faut absolument arriver à le maîtriser dans les structures d'accueil de patients et de résidents. Donc vous avez cet arrêté en particulier, qui rappelle, toute la surveillance, des légionnaires dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire. Donc il n'y a pas que les établissements de santé qui sont concernés, mais ils le sont comme tous les établissements qui vont accueillir du public et qui vont avoir de la production d'eau chaude. Donc il y a vraiment une responsabilité du directeur de la structure, ça c'est sûr, et l'obligation vraiment d'avoir des procédures, un carnet sanitaire bien suivi et d'avoir une organisation. Il faut que ce soit écrit, donc pas besoin de faire vous n'avez pas des grosses procédures, mais il faut vraiment que ce soit écrit et qu'on sache, enfin, il faut que l'équipe de direction sache, ce qui se passe dans sa structure. Parce que un des écueils sur la prévention de ce risque, c'est que c'est assez technique, puisqu'on arrive, dans des histoires de tuyaux, dans des histoires de plombiers, si on veut, et souvent, ce risque-là, on le connaît pas très bien, on connaît pas forcément très bien le réseau, enfin voilà, même moi non plus, je suis pas spécialiste des tuyauteries et en général, on donne, enfin on laisse la main aux services techniques, ce qui est normal, mais il faut pas oublier qu'on est vraiment, en tant qu'équipe de direction, responsable de ce qui se passe. Il faut vraiment suivre quand même ça. On peut faire confiance à son équipe de service technique ou à son service de technique, externalisé, mais il faut quand même vraiment, savoir ce qui se passe et avoir des procédures et connaître un peu les forces et les faiblesses de cette prévention dans sa propre structure, parce que c'est vraiment, très important. Alors je vous ai mis là un document que j'ai trouvé il y a pas longtemps, que j'ai trouvé, alors je vous ai mis le lien et là juste un extrait, c'est un petit document qui fait 8 pages, qui est très bien fait je trouve, qui a été fait par l'ARS Bretagne et donc je vous l'ai mis dans le lien là, puis il est aussi à la fin dans la dernière diapo parce que je trouve qu'il est vraiment très, d'abord, il est très pédagogique et puis il est court, il est clair, il rappelle l'essentiel, donc n'hésitez pas à le prendre et même si c'est pas notre ARS, peu importe, mais vraiment
Il est bien fait et il y a le même document qui existe pour le secteur handicap. Je n'ai pas mis le lien, mais je pourrais l'envoyer s'il y en a qui sont concernés et intéressés. Et donc là, qui rappelle que voilà, le directeur est un acteur clé de la prévention et rappelle voilà, ses obligations. Et vous voyez qu'en bas, c'est marqué, alors je ne vais pas tout lire parce que c'est écrit petit, mais obligation de moyens et obligation de résultats. Donc voilà, il rappelle vraiment quelles sont les obligations pour prévenir ce risque-là pour le directeur de la structure. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller regarder ce document de près. Si vous êtes mis sur votre damerie sur les autres sujets, vous pouvez aller aussi chercher ce qui est dedans pour l'environnement. Et donc, dedans, il y a le risque lié à l'eau. C'est assez dense. Il y a tout ça. Je vous ai mis tous les points qui sont listés dans le damerie. Bon, ça a le mérite d'être complet, très exhaustif, et puis de vous donner un plan d'action. Si jamais voilà, vous n'êtes pas ou vous répondez non aux différentes questions, bah, ça vous donnera le plan à mettre en œuvre pour répondre à ces différentes questions. Donc, c'est dense et assez lourd, on va dire, mais par contre, c'est tout à fait exhaustif et ça peut vous permettre vraiment de faire votre plan d'action complet et de le suivre. Alors ça, c'est un document beaucoup plus, pareil, beaucoup plus court, qui n'est pas comme celui de l'Agence régionale de santé, mais ils sont assez complémentaires, donc vous pouvez utiliser les deux pour avoir les bonnes démarches. C'est un document de nos collègues d'Occitanie, qui vous redonne vraiment les points clés de la démarche qualité sur l'eau, et en particulier sur l'eau chaude sanitaire, donc les purges, l'entretien de la robinetterie, les contrôles. Donc ça vous redonne tout, et puis ça vous redonne, je vais vous faire sur la diapo d'après, les obligations, qu'est-ce qu'on doit atteindre en termes de température, etc. Donc vraiment, il rebalaye tout, et dans le même document, il parle aussi des autres aspects de l'eau, que j'ai pas mis, dont je ne traiterai pas aujourd'hui, hein, mais l'eau en général, hein, le risque infectieux lié à l'eau. Là, aujourd'hui, on parle que de légionelle. Donc n'hésitez pas, pareil, à l'imprimer, parce il fait que quelques pages et il est vraiment plutôt bien, vraiment bien fait. Alors ça, voilà, dans le même document du CPS Occitanie, il vous rappelle les points de surveillance, donc les surveillances de température qui sont obligatoires, donc là, au moins une fois par mois. Vous pouvez faire plus, après, si vous avez par exemple de la surveillance en continu, c'est parfait, mais en tout cas, au moins une fois par mois, il faut vérifier la température. Aller faire de l'analyse aussi, donc dans les ballons, les fonds de ballons et les ballons, les stockages d'eau chaude sanitaire. Il faut également avoir un échantillonnage de ce qu'on appelle les points d'usage critiques. Alors ça, c'est vraiment à déterminer. On ne peut pas vous donner une recette toute prête. Ça va dépendre beaucoup de votre structure. Ça va dépendre de sa taille. Ça va dépendre de l'état aussi du réseau, de son étendue, etc. Et en fait, les points critiques, ça va être d'une part les points qui vont vraiment exposer vos résidents. Et donc, il faut en choisir. Il ne faut pas tous les faire, hein, mais il faut en choisir quelques-uns, les endroits où voilà, il va y avoir un risque pour les personnes. Mais il faut aussi choisir les points les plus représentatifs du risque dans la structure, qui ne sont pas forcément des points qui exposent les gens, mais qui sont les points où on sait qu'il y aura probablement plus de légionnaires si on va y voir, parce que par exemple, ils sont tout au bout du réseau. Parce que vous savez que plus vous vous éloignez de la production, plus votre eau, vous avez des risques qu'elle soit plus aussi chaude que ça. Et donc ça peut être des points, même s'ils exposent personne. Moi, dans l'établissement où je travaillais avant, on prélevait le bureau du directeur des soins parce qu'il était tout au bout, tout au bout du couloir, et que même si lui, ça ne l'exposait pas spécialement, mais on savait qu'on avait des fortes chances de les trouver à cet endroit-là s'il y en avait, parce que c'était le point le plus éloigné de la production. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est une analyse qui doit être faite en interne, ou en tout cas avec votre service technique, enfin voilà, d'analyser. Alors, il faut faire attention, hein, si votre service technique, c'est aussi la personne qui fait les prélèvements et qui vous facture, attention qu'il ne vous fasse pas non plus 50 000 points, parce que bah, forcément, hein, c'est payant, mais c'est pour ça qu'il faudrait, en théorie, avoir deux organismes différents, hein, qui vous font l'entretien, qui vous font voilà, le côté entretien, et ceux qui font qui vont vous facturer les prélèvements pour qu'ils ne soient pas jugés partis. Mais en tout cas, il faut faire différents points, et le nombre de points, il dépend vraiment de tellement de choses que je ne peux pas vous donner de règles. Ça va vraiment dépendre entre un EHPAD de 20 lits et un EHPAD de 200 lits. Évidemment, ça ne va pas être la même chose. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument établir. Et après, il faut s'y tenir. Ça peut être modifié dans le temps, mais il faut s'y tenir et il faut faire ça au moins une fois par an. En général, normalement, c'est une fois par an. Et donc voilà, les points régulièrement utilisés, les points critiques. Et donc le retour de boucle, il faut aussi faire une analyse pour vérifier qu'il n'y a pas des légionnaires qui se baladent là.
Voilà, j'espère que c'est à peu près clair parce que c'est le point le plus important à mon avis, hein. C'est d'avoir un bon plan d'échantillonnage et c'est pas si facile que ça. Ah, je vous rappelle aussi que c'est un des sujets un peu compliqués avec la légionnelle, c'est qu'il faut de l'eau très chaude pour tuer les légionnelles, mais il faut pas de l'eau trop chaude pour les gens parce que sinon ils se brûlent et que suite à des événements dramatiques qui ont eu lieu, ces dernières années, il y a une note d'information qui est sortie en 2019 sur la prévention de la brûlure. Du coup, il faut prévenir les 2 risques, hein. Et donc il rappelle et là je vous ai mis en dessous, ça vient du document d'Occitanie, hein, les rappels sur les consignes de température. Donc, en production d'eau chaude, vous devez être au-dessus de 55°, dans les réseaux à plus de 50°, mais par contre au point d'usage, vous devez sécuriser pour être en dessous. Et déjà 50°, c'est très, très, très chaud, hein. Donc faut arriver à maîtriser ces 2 risques-là et c'est pas forcément simple, mais sachez que voilà, la responsabilité elle est double, hein, prévention de de la légionellose et prévention aussi du risque de brûlure. Je vous ai rajouté là d'autres outils encore. Alors là, on ne peut pas cliquer, hein, sur les petits yeux, mais si vous allez sur le lien qui est à droite de la diapo, vous pouvez aller chaque fois qu'il y a un œil, là, ça c'est un document qui est cliquable et qui vous envoie sur une procédure qui est en Word, que vous pouvez, pouvez prendre, que vous pouvez, modifier. Alors pas modifier le contenu, en tout cas pas sans l'avis d'un hygiéniste, mais vous pouvez mettre votre logo et cetera. Vous pouvez la mettre à votre, si vous avez un système qualité, voilà, vous pouvez mettre votre logo d'établissement à vous. Ce sont les outils proposés par le REPIAS, le réseau des CEPIAS, qui est dans tout ce kit prévention du risque infectieux. Je vous ai juste fait une copie du coup d'écran, enfin une capture d'écran de ce qui est proposé pour le suivi de l'eau. Et vous voyez qu'il y a des documents assez récents, il y en a des un peu plus anciens, mais il y a quand même des documents qui datent de 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y chercher aussi ce qui vous conviendrait pour, vous faire vos propres procédures ou pour, voilà, pour les utiliser telles quelles, hein, si elles vous conviennent. Voilà, là je vous ai remis, alors il y a un guide, un peu ce que j'ai pu trouver d'intéressant. Donc il y a le guide Bourgogne-Franche-Comté sur la prévention du risque légionnel aussi qui est récent, 2020. En dessous, c'est le document d'ARS Bretagne que j'ai cité un peu avant. Il y en a un autre que j'ai pas mis, effectivement, j'aurais pu, qui concerne, spécifiquement le secteur du handicap de la même ARS. Donc, voilà, s'il y en a qui sont demandeurs, bah, je l'enverrai par mail. Le guide du Haut Conseil sur l'investigation autour des légionelloses, même si vous êtes en principe pas, vous serez rarement directement concerné, si vous n'êtes pas hygiéniste en tout cas. Le guide de CEPIAS Nouvelle-Aquitaine sur l'assurance de l'environnement, sur le plan microbiologique. Et puis un document ancien, mais qui reste, dans lequel vous pouvez encore trouver des choses, qui peuvent vous intéresser sur eau et santé, un document de 2008, mais qui reste encore valable sur un certain nombre de points. Alors, il faut se méfier sur les vieux documents, c'est la législation qui est du coup pas à jour. Et puis en dessous, je vous ai pas mis le lien, mais il existe un guide de technique légionnelle du Centre scientifique et technique. Alors là, c'est plutôt pour les gens qui bossent en service technique. C'est un document vraiment très, très technique. Mais si jamais il y a des gens qui s'intéressent, je l'ai dans ma base de données. Voilà, donc les points clés en conclusion, il faut vraiment faire un plan d'échantillonnage, il faut absolument surveiller la température et la présence des légionelles. Ça, c'est vraiment, la base réglementaire obligatoire. Il faut avoir un laboratoire accrédité COFRAC. Et après, les points de prévention, c'est vraiment la stagnation. Ça, faut vraiment l'éviter autant que faire se peut, hein. C'est pas toujours facile, mais du coup, purger, supprimer les bras morts, enfin voilà, éviter toute stagnation d'eau qui va privilégier toutes les proliférations microbiennes, bien entretenir son réseau et ça passe par le nettoyage des points d'eau aussi, hein. Vous savez qu'on a une eau extrêmement calcaire dans la région et que ça, bah, vraiment là, le détartrage, ça fait partie, c'est partie prenante, hein, de l'entretien de votre, de la prévention de la légionnelle, les points d'eau et le réseau. Et puis si vous avez des non-conformités de résultats, faut les signaler à l'ARS. Alors je ne l'ai pas retrouvé, ce n'est pas dans la réglementation nationale, mais c'est demandé par beaucoup d'ARS. Alors j'ai pas eu le temps de contacter la nôtre, mais il me semble que je leur avais déjà posé la question. Donc si vous avez des non-conformités de résultats de légionnelle, sans avoir de légionellose, ils préfèrent que vous les préveniez parce que ça vous permettra vraiment de bénéficier de leur expertise. Parce que, à la veille sanitaire, ils ont un service, donc il y a le service veille sanitaire, il y a le service, environnement. Ils sont extrêmement compétents sur la légionnelle. Il y a des ingénieurs et cetera qui sont vraiment très, très bons, là-dessus et ils sauront vraiment vous apporter les réponses qui vous conviennent, enfin, dont vous avez besoin pour gérer la problématique. Donc n'hésitez pas à les contacter et à les prévenir pour les non-conformités de résultats de légionnelle. Voilà, j'en ai fini. Hem, bon, c'est bien, je suis dans les temps. Est-ce que alors,
Est-ce qu'il existe des recos de purge de points d'eau? Pas aussi, enfin, vous ne trouverez pas de reco qui vous dit exact précisément. En fait, tout point d'eau non utilisé doit être purgé régulièrement. Alors, il y a un certain nombre de, enfin, il y a des, nous, quand on faisait des procédures légionnelles, on disait qu'en fait, en gros, il faut purger tous les jours, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des points d'eau, en fait, un point d'eau non utilisé, c'est vraiment une bombe à retardement, ça c'est sûr. Donc, si vous avez plein de douches non utilisées, par exemple, ben, il faudrait faire couler l'eau un peu tous les jours, quoi. Après, combien de temps et après, ben, on va rentrer sur le problème de la consommation d'eau, hein. Donc, j'entends bien qu'on peut être en conflit entre développement durable, économie d'eau, économie tout court et prévention légionnelle. Mais c'est sûr que c'est des points d'eau non utilisés, c'est une catastrophe. Donc, en tout cas, s'il y a un point d'eau pas du tout utilisé, jamais, jamais, jamais utilisé, il faut se poser la question de à quoi il sert et est-ce qu'on peut pas carrément le supprimer. Et si c'est rarement utilisé, va falloir purger régulièrement. Je suis pas sûr que ce soit écrit quelque part de tous les combien de temps il faut purger. Je regarderai, mais ça, ça va dépendre quand même de l'usage de ce point d'eau. S'il est un petit peu utilisé, pas du tout utilisé. Après, c'est sûr que si c'est un point d'eau pas du tout utilisé, par exemple pendant une période de travaux, bah là, va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup purger quand on reprend, quand on rouvre après une période de fermeture complète. Si c'est des points d'eau régulièrement utilisés, moi j'aurais tendance à dire quand même qu'il faut purger dans les secteurs à risque, et vous êtes en secteur à risque en fait. C'est ça le problème, c'est que le secteur à risque, c'est des patients fragiles. Et en fait, vous, résidents, ce sont des gens fragiles. Donc, je regarderai, parce que je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose d'aussi précis que ça. Combien de temps je dois purger, tous les combien de temps? Je suis pas certaine, mais je vais vérifier. Le temps de purge, c'est quelques minutes. En fait, il faudrait qu'on fasse. Enfin, c'est ce qu'on devrait aussi faire dans nos logements et qu'on fait pas, hein. C'est-à-dire que quand vous revenez de vacances, avant de prendre une douche, il faudrait purger l'eau chaude et l'eau froide. Et enfin, faudrait purger 2-3 minutes, 3 minutes. Et c'est long, 3 minutes, hein, ça en fait des litres, hein. Mais c'est sûr que ouais. À 15 secondes, ça me paraît vraiment pas beaucoup, hein, parce que 15 secondes, le temps que votre eau elle arrive, enfin qu'elle purge tout le tuyau, 15 secondes, ça me paraît très très court. Mais je regarderai si on trouve des recommandations plus précises. Et effectivement, merci à Sylvie d'avoir précisé. Donc l'ARS, point focal en fait, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le point d'entrée principal de vos signalements, de vous interroger, enfin de vous, voilà, de choses à signaler à l'ARS, c'est vraiment le point focal régional, soit par téléphone, soit par mail, et vous êtes sûr que ce sera que quelqu'un va lire ce mail. Parce que si vous l'envoyez à votre correspondant habituel, s'il est absent ou quoi que ce soit, si vous avez un contact privilégié avec un médecin de l'ARS, mais bon, il se peut qu'il soit absent, alors que là, signal, c'est sûr que c'est lu. C'est comme toute leur boîte mail générique, quoi. Il y a forcément quelqu'un qui va réceptionner et qui va répondre. Et ils vont passer à la bonne personne aussi derrière. Ils vont transférer à la bonne personne de l'agence pour vous aider. Madame Henry, je vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous pouvez. Ouais, c'est bon pour le micro. Allez, je vous écoute. Donc nous pour les purges, effectivement, on n'a pas j'ai pas trouvé non plus de recommandations écrites, mais nous on a dit tous les jours si on a identifié des secteurs à risque ou des points à risque dans notre réseau d'eau. Et pour les purges, ça dépend de votre longueur de tuyau, mais nous on a préconisé 3 minutes eau chaude, 3 minutes eau froide, et toujours finir par l'eau froide pour éviter le risque de brûlure pour nos résidents et nos patients. Du coup. Mais après, tout dépend de votre montage de réseau en fait. Si les ballons ou les chaufferies sont loin du point d'usage, il faudra purger plus longtemps. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je pense qu'il y a, enfin, la règle peut pas être. Je pense d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas écrit, c'est-à-dire que c'est assez Merci. difficile de donner une règle générale. Après 3 minutes, ça me semble assez raisonnable. Bon, après, c'est comment on le fait, comment on l'organise, qui le fait. Et ça, par contre, il faut quand même que ce soit identifié. Parce que si on dit quelqu'un va le faire, ce sera pas fait, hein. Et chaque fois, enfin moi, quand je me suis déplacée sur des cas de légionellose parfois dramatiques, hein, parce que quand même, ça fait partie des pathologies qui peuvent vraiment entraîner une mortalité forte, en général, on tombe vraiment sur des points d'eau
voilà, il y a l'air du tartre, mal entretenu, etc. Et il ne faut pas attendre d'être dans ces situations-là pour se dire: «Ah mince, j'ai pas de procédure», faut vraiment avoir faut que ce soit écrit. Mais par contre, votre procédure ne sera pas forcément celle du voisin ou du collègue parce que ça va vraiment dépendre et ça, il vous faut une expertise, en fait, technique et c'est là où des fois c'est un peu compliqué parce que, ben, en général, on arrive sur des choses vraiment pas faciles à comprendre pour le commun des mortels, hein. Si vous n'êtes pas un spécialiste de la bah, c'est pas facile d'appréhender ce risque-là et donc faut quand même faire confiance à votre prestataire, mais il faut s'y intéresser, vraiment, de près et éventuellement se renseigner sur, ou alors trouver une structure qui ressemble à la vôtre ou à peu près la même taille, enfin faut voilà, faut essayer quand même de faire un peu de benchmarking, hein, savoir comment font les autres. Nous, on fait beaucoup ça en hygiène, hein, on demande aux copains, quoi. On dit: «Bah, toi, tu fais comment?» En tout cas, restez pas sur des interrogations et des choses pas faites en déléguant complètement au service technique parce que, bah, le jour où il y aura une légionellose, c'est pas que le service technique qu'on va venir chercher, c'est quand même, c'est le directeur, hein et voilà. On est vraiment sur du réglementaire, puis bon, au-delà de ça, on est sur de la protection des patients, hein, enfin des résidents, donc c'est un risque qui est souvent un peu enfin, même à l'hôpital, hein, qui est souvent un peu, c'est pas toujours facile, d'avoir le bon dialogue, en fait, entre les gens des services techniques et des équipes opérationnelles d'hygiène parce qu'on parle pas le même langage, c'est pas les mêmes métiers. Chacun peut être extrêmement compétent dans sa partie, mais le problème, c'est la communication entre les 2 et c'est et qu'il y ait personne qui soit, et surtout, alors si vous avez, si c'est complètement externalisé, c'est encore un peu plus à risque, parce que si vos alors en général, les prélèvements sont externalisés parce qu'il y a assez peu de labos qui sont coffrac. En général, ça va être un labo, complètement extérieur, privé et cetera. Faites attention à qui sont envoyés les résultats légionnels, hein, parce qu'il faut absolument que le directeur soit dans la boucle, même s'il n'est pas forcément capable de comme ça de les en tout cas pour moi, un bon laboratoire, accrédité, COFRAC, c'est obligatoire, mais c'est un laboratoire qui va vous prévenir en cas de non-conformité, qui va prendre la peine d'envoyer un mail ou décrocher son téléphone et de dire: «Monsieur le directeur, voilà, je voulais vous signaler qu'à 3 jours» parce que les légionelles, ça pousse en 10 jours, hein, juste pour, enfin parce que tout ça, c'est vrai que je l'avais pas noté. C'est une pousse lente, mais par contre, ils voient déjà des résultats. En fait, les boîtes sont contrôlées, plusieurs fois. Elles sont pas contrôlées au bout de 10 jours, elles sont regardées déjà au bout de 3 jours et si vous avez une forte contamination du réseau, à J3, ça pousse déjà et pour moi, un bon laboratoire, c'est un laboratoire qui va prévenir son client qu'il a la légionelle, au bout de 3 jours et parce que comme ça, il peut réagir beaucoup plus vite, quoi. Donc ça, en tout cas, il faut absolument que vous soyez enfin, je parle aux équipes, du coup, vraiment, plutôt aux directeurs qui seraient connectés, mais il faut absolument que vous soyez destinataire du résultat et que vous exigiez que le prestataire, il vous donne les résultats, s'ils sont pas bons. S'ils sont bons, à la limite, bon, ben, très bien. Ils sont conformes, on vous les donne au bout de 10 jours, vous êtes en copie du mail. Mais s'ils sont non conformes, il faut que vous soyez absolument prévenus urgemment. Parce que c'est une urgence, en fait. Voilà et ça et franchement, enfin, voilà, je veux pas, c'est pas toujours bien fait, même par des laboratoires accrédités. Donc il faut vraiment rester très, très vigilant parce que c'est de la responsabilité, en fait, du directeur. Donc n'hésitez pas à y mettre votre nez, en fait, c'est ça ma si c'était mon message du jour et intéressez-vous à la question, vraiment, tranquillement, hein, il y a pas de bah, voilà, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil, d'aller voir est-ce que j'ai des procédures, est-ce que j'ai pas de procédures, sur quel sujet j'en ai, sur quel sujet, bah, j'en ai pas, il faudrait peut-être que je m'intéresse et du coup, c'est pour ça que je vous ai mis des liens vers des choses déjà faites. Donc comme ça, vous aurez pas forcément besoin de rédiger, vous avez des choses déjà préparées. Le DAMRI peut vous donner vraiment le plan d'action complet. Il peut vous paraître astronomique, mais au moins ça vous dit un peu là où vous avez des faiblesses. Voilà et après, tranquillement faire, et une des choses très importantes effectivement, c'est de voir un peu dans les services, enfin sur le terrain en vrai, bah, les points d'eau, est-ce qu'ils sont entretenus ou pas? Tous les combien de temps? Est-ce que quelqu'un s'occupe de démonter les brise-jets, de les faire tremper dans du vinaigre? Tous les combien de temps? Enfin voilà, et là, c'est pareil, il y a pas de règle, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de votre entartrage. Donc par exemple, quelqu'un qui aurait, une eau plus calcaire qu'un autre, ben, il va être obligé de faire d'entretien de brise-jet beaucoup plus souvent. Donc on peut pas je peux pas vous donner une règle absolue, mais en tout cas, il faut s'y intéresser de très près et aller regarder et puis voir un peu les purges faites, pas faites, par qui, tracées, pas tracées aussi, hein. Parce que, si c'est fait mais que c'est pas noté, bon, si c'est voilà. Enfin vraiment, c'est un sujet qu'il faut aller,
Ça peut être vraiment un sujet à part entière à gérer en équipe de pluripro au niveau de la structure. Tranquillement, si vous êtes enfin justement, si vous n'avez jamais eu de problème, bah, c'est le moment de s'y intéresser, parce que c'est pas une fois que vous avez eu l'événement indésirable grave, la légionellose et derrière l'ARS qui viendra vraiment mettre son nez pour de bon, là pour le coup, bon bah autant anticiper puis le faire tranquillement sans la pression de l'événement indésirable. Et ce sera plus serein. Alors, il y a une question concernant justement, lorsqu'on a les résultats. Quelle stratégie préconisez-vous lorsque les résultats sont compris entre 10 et 1000 unités formant colonie? S'il vous plaît. Moi, je ferais enfin voilà, après, vous êtes en dessous vous êtes en dessous de 1000, donc vous êtes pas, mais en fait, c'est pas bon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au-dessus en plus, il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous en trouvez 1000 par litre, c'est 1000 par litre, hein. Donc c'est 1000 unités formant colonie, enfin, c'est 1000 colonies légionnelles par litre d'eau. C'est pas du tout le reflet de la réalité. C'est qu'une toute petite partie de ce qu'il y a dans vos tuyaux. Donc en fait, vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce que la plupart, elles sont planquées dans le biofilm. Et du coup, même si vous en avez que 800, alors après, si vous êtes à la limite entre 10 et... Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller, en tout cas de prendre attache avec votre prestataire, de voir s'il n'y a pas moyen quand même de faire un traitement pour... ou en tout cas, alors renforcer, après vous pouvez renforcer la purge, vérifier vos températures, vérifier que les purges sont faites, peut-être refaire un contrôle. Et si ça reste un peu élevé sans être au-dessus de 1000, ben, voir peut quand même s'il faut, c'est pas nécessaire de faire un traitement. Alors là, c'est pareil, hein, sur les traitements, c'est complexe, ça dépend des réseaux. On peut mettre du chlore, on peut mettre du. Alors, pas de chloration continue, surtout, pardon, par contre. Enfin, la chloration continue, qui est parfois, ça fait pire que mieux. Une chloration continue élevée, en fait, elle va vous créer des résistances, elle va abîmer votre réseau. Mais après, n'hésitez pas, enfin, si vous avez des doutes, franchement, à l'agence, ils sont super bons, les jeunes, hein. Enfin, bien meilleurs que moi, hein. Enfin, clairement, c'est vraiment des sujets, les techniciens et les ingés de l'ARS, enfin, du service environnement, vous pouvez tout à fait les contacter en disant, voilà, enfin, ouais, j'ai 850 légionnels ou 650 légionnels, qu'est-ce que vous me conseillez? Si vous avez un très bon prestataire qui vous donne des bons conseils, mais si vous avez un doute ou si vous vous sentez un peu démuni, bah, ça fait partie des responsabilités de l'agence, hein, de vous accompagner, hein. Sans attendre d'être au-dessus. Ils sont demandeurs des non-conformités au-dessus de 1000, mais bon, si vous êtes un peu à la limite, je pense qu'ils seront pas, ils vont pas vous dire, bah non, c'est pas notre, enfin, on va pas vous donner de conseils, hein. Ils sont vraiment ultra compétents. Vraiment, moi, j'ai chaque fois été impressionné par ces techniques, quoi. Donc là, vous avez des ingénieurs et des techniciens. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Et c'est clairement un métier à part entière dont on a besoin, quoi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et puis, sinon, on trouve des choses dans la littérature, mais c'est pas facile tout seul d'analyser, quoi, sans un appui technique compétent. Donc, il y a quelqu'un, ouais, il y a Frédéric Pierron qui a mis dans le guide de l'eau en page 92, c'est le guide de l'eau qui date déjà un peu. Il y a une reco aussi sur les purges, oui, en cas de non-occupation pendant 48 heures. Donc, effectivement, ça, il faut savoir si vos locaux ne sont pas occupés, vos points d'eau pas utilisés, il va falloir purger d'autant plus, hein, parce que sinon, vous allez avoir une stagnation qui va entraîner une prolifération. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Donc après, On vous pourrait voyez. même, Gwenelle, excuse-moi, mais je précise aussi, même dans les bâtiments neufs d'ailleurs, en attente, Alors, il faut faire voilà, attention, oui, faut les organiser bâtiments, parfois les ouais. purges également, hein. Faut faire attention dans les bâtiments en construction, effectivement. Parce que vous vous souvenez qu'historiquement, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de l'hôpital Georges Pompidou, quand il avait ouvert, il était déjà contaminé. Parce que en fait, voilà, c'est un habitant naturel de l'eau, la légionelle. Donc en fait, si on purge pas au fur et à mesure, etc., elles vont s'installer avant même qu'on ait mis des patients dedans. Donc il faut vraiment être, voilà, tout ce qui est l'eau, c'est vraiment c'est assez complexe et c'est vraiment très, ça demande vraiment beaucoup d'attention. Voilà. Enfin, l'eau chaude, hein, parce qu'on pourra faire un autre café prévention sur l'eau, les autres usages de l'eau, parce qu'il y en a quelques autres. Mais disons que la légionelle, c'est le
sensible et le plus dangereux pour vos résidents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, s'il y en a, si vous avez des questions qui vous viennent, alors n'hésitez pas. Alors ceux qui sont rattachés à un hôpital, c'est plus facile parce qu'il y a une équipe opérationnelle d'hygiène, donc qui connaît bien le sujet. Ceux qui ont des équipes mobiles d'hygiène, et après, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez vous rapprocher de nous, de l'agence, pour avoir un peu plus. S'il y a des documents manquants, si vous voulez plus de précision, et si vous avez une problématique spécifique à votre établissement, vous pouvez nous contacter, puis on essaiera de répondre. Alors, il y a encore une question, justement, Gwenaëlle, quelle est la vigilance en période de canicule dans le réseau d'eau froide, donc avec l'eau qui En chauffe? fait, ça va vraiment dépendre de ton. C'est Rita. Ça va dépendre de ton. En fait, c'est pas que la canicule. C'est-à-dire que si c'est la canicule, mais que finalement ton bâtiment, il était très bien, il était par exemple, alors, du coup, s'il est climatisé, là, on est sur la vigilance par rapport au système de clim. Mais par rapport aux tuyaux, ça va être est-ce qu'ils sont exposés, est-ce qu'ils sont chauffés en fait par le soleil. Et là, effectivement, c'est un peu. Alors, est-ce qu'il faut systématiquement faire des prélèvements sur l'eau froide en été? Ça, c'est une vraie question, mais en général, on ne peut pas être aussi affirmatif que ça. Moi, je sais qu'ici, ils font des prélèvements sur l'eau froide de certains bâtiments ou de certains points parce qu'on sait qu'il y a de la légionelle dans l'eau froide. Après, faire systématiquement un prélèvement sur l'eau froide en production en été, ça me semble. On ne trouvera rien, en fait. Ça va être plutôt sur des points enfin, en bout de chaîne, quoi. En production, en eau froide, il n'y en aura pas. Ou alors, c'est que le réseau est complètement vérolé. Mais sur des points critiques en été, si on sait que le bâtiment n'est pas du tout isolé, que ça tape et tout ça, pourquoi pas? Après, le risque légionnel, il est quand même beaucoup lié aux micro-gouttelettes. Donc, c'est quand même plutôt la douche. Et donc, du coup, on est plus sur l'eau chaude ou sur l'eau mitigée. Après, moi, j'ai déjà vu des légionnelles avec des toilettes au lavabo. Enfin, des légionelloses. Donc voilà, c'est un peu. Je pense en tout cas, il ne faut pas se priver d'y réfléchir. Il ne faut pas penser que eau chaude. Et après, ça va être dépendant de l'établissement. Je pense qu'on ne peut pas donner une règle absolue, dire voilà, en été, tout le monde en eau froide va faire un prélèvement. Ça me paraît difficile parce que d'abord, ça a un coût énorme. Et puis, ce serait sûrement pas pertinent. Mais si vous savez que vous avez des. Et là, ce serait encore l'expertise du coup du plombier, du plombier, du service technique, quoi, parce que lui, normalement, si vous avez un service technique qui connaît très bien votre réseau, et ça, c'est plutôt la force des services techniques internes, qui appartiennent à la structure. Les extérieurs, c'est plus compliqué, mais s'il connaît très bien le réseau, il va savoir qu'à tel endroit, voilà, le tuyau, il est en plein, il est exposé à la chaleur et que du coup, votre tuyau d'eau froide, il n'est pas froid du tout. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est 25 degrés. Normalement, votre eau froide, elle n'est pas à 25 degrés. C'est plus de l'eau froide, quoi. Ouais, Rita, j'ai pas de règle absolue à donner, mais en tout cas, vigilance, ouais, clairement. Enfin, vigilance et en tout cas, avoir quand même en tête que c'est une possibilité. Et qu'il faut pas avoir en tout cas je sais pas, de hier en se disant c'est que l'eau chaude. En fait, c'est l'eau si elle est suffisamment chaude. Et en fait, on peut avoir de l'eau chaude dans des tuyaux d'eau froide. Voilà, il faut garder l'esprit ouvert. Il n'y a pas de règle, par contre, il n'y a pas de recommandation de prélèvement d'eau froide dans la réglementation. Est-ce que vous avez d'autres points qui vous. Est-ce que j'ai oublié, enfin, il y a des choses qui vous semblent manquer, parce que c'est vrai que voilà, j'ai voulu faire court. Et est-ce que vous seriez intéressé par un cas, parce que du coup, il faut voir qu'on organise les cafés prévention 2024. Alors, en sachant que je vais en faire moins parce qu'on est un peu en déficit de ressources humaines médicales au CEPIAS, et donc voilà, un par mois, c'est un peu beaucoup. Je préfère en faire un petit peu moins et avoir le temps de vous faire vraiment des choses bien abouties. Donc un toutes les 6 semaines, enfin je suis pas encore fixé, mais probablement toutes les 6 semaines, enfin voilà. Un entre deux périodes de vacances scolaires, en tout cas au minimum. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéresseraient plus que d'autres? Et si oui, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas. Enfin voilà, s'il y a vraiment des sujets qui vous semblent à mettre plus en avant, sinon c'est moi qui ferai un choix, mais n'hésitez pas à me le dire là tout de suite si vous avez une idée. Madame Henry, vous avez.
Je sais pas s'il y a beaucoup, d'EHPAD qui font de la cuisine, thérapeutique avec, leurs résidents, mais ça serait peut-être bien de faire un sujet là-dessus, sur, l'hygiène et la sécurité alimentaire en cuisine thérapeutique. Ouais, et sur les alors il y a pas du tout de recours là-dessus. Enfin, c'est vraiment des sujets, c'est comme toutes les vous savez, Très c'est comme peu. toutes les animations en secteur psy et tout ça, il y a vraiment très, très, très peu de textes, mais après, ouais, ça peut être c'est un sujet vraiment important effectivement. Alors la balnéo, OK, ouais, après on peut faire d'autres sujets sur l'eau, hein, parce que l'eau, c'est un sujet assez vaste. Il y a les autres usages de l'eau, il y a effectivement tout ce qui est balnéo. En plus, il y a plein de documents du coup sur la balnéo qui sont sortis. Ouais, bah, Ah viens, on ouais, fait alors ça pour ouais, je l'instant. suis d'accord avec toi, Rita, carnet sanitaire R, bah alors là, du coup, pas tout de suite parce qu'il faut déjà moi que je creuse le sujet. Parce que ça, j'ai même pas lu, je crois, le texte qui était sorti sur la qualité de l'air en EHPAD et enfin en médico-social. Mais ouais, je le note en tout cas, effectivement. Etc. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Amélie. Bien sûr qu'il y a il y a des règles HACCP après qu'il faut arriver à. Ouais, bien sûr, il faut arriver à les mettre en œuvre et à les appliquer. Donc il y a Ah mais moyen, bien attention sûr, parce de. qu'on n'est pas dans le cadre de la cuisine collective non plus, hein. On est entre 2 en fait. Oui, mais on est bien obligé. Enfin, les règles HACCP, elles ont une base qui est que, enfin, qui part du risque infectieux. On sait très bien où est le risque. Enfin, on sait où est le risque et du coup, on met telle et telle mesure et que quand même, bah, je veux dire, nous à la maison, on n'applique pas les règles HACCP, mais si on les appliquait, il y aurait vachement de moins de TIAC communautaires quand même, hein. Oui. Donc voilà, faut quand même. La majorité, les gens le savent pas, mais la majorité des TIAC, c'est à la maison en fait. C'est juste qu'elles sont pas identifiées parce qu'elles sont pas signalées. Donc, les règles HACCP adaptées à une façon de faire de la cuisine plus familiale, entre guillemets, enfin plus. C'est ça, Voilà. plus comme Mais à la par maison, contre, on est ouais, entre 2. on est comme à la maison, mais à la maison, on ne fait pas ce qu'il faudrait, en général. Ouais. Voilà. Donc, là, je trouve ça effectivement, ça me semble être la bonne chose. Bah, Amélie, si tu veux, tu pourras intervenir sur. Je suis preneuse de personnes qui interviennent avec moi sur les cafés prévention, hein. Ce serait vraiment. Ouais, ok. Non mais ouais, je suis tout à fait. Bah, merci pour cette précision parce que ça me plaît bien. Bah voilà, on part sur du coup cuisine thérapeutique et moi je ferai pas de. Enfin, par contre, les règles HACCP en café prévention, si je le fais un jour, ce sera avec quelqu'un de spécialisé parce que là du coup on arrive sur des domaines un peu voilà qui sont assez pointus, mais pourquoi pas, hein. Après moi je suis partante pour aussi faire intervenir s'il y a certains d'entre vous qui veulent co-animer avec moi sur des sujets qu'ils maîtrisent bien, qu'ils aiment bien ou qu'ils estiment très importants. Moi je suis là, je suis très preneuse de voilà de collaboration aussi avec les PH en hygiène ou des spécialistes plus sur les aspects techniques. Il y a aucun voilà, on peut faire tout à fait ça à plusieurs. Bon, je note en tout cas cuisine thérapeutique, balnéo, carnet sanitaire R. C'est déjà pas mal. Et puis en 2024, je vous proposerai des dates assez rapidement. Là, Est-ce que le mercredi vous convient? Est-ce que l'horaire vous convient pour ceux qui sont encore connectés? Parce que ça, c'est voilà, l'idée c'est d'être au plus près de ce qui vous convient. Merci, Madame Grosjean. De ce qui vous convient aussi en termes pratico-pratiques, hein. N'hésitez pas à nous à me dire si vraiment l'horaire vous convient pas, si vous préfériez le matin, l'après-midi. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Parfait. Eh ben, merci à tous. Donc je vous proposerai des dates du coup d'ici la fin de l'année pour l'année prochaine. Donc toujours avec le même système. On vous prévient à l'avance, on fait un programme sur à peu près la moitié de l'année, je pense. Et après, on vous fait un rappel, vous vous inscrivez, on vous envoie le lien quelques jours avant. Et voilà, et on peut continuer comme ça si ça va à tout le monde. Merci en tout cas d'avoir été là et à très bientôt.